Je me sens divisée entre une partie de moi qui veut aller à droite et faire tel choix, démarrer tel projet et une autre qui me dit juste l'inverse. Clairement, ça peut se jouer dans les relations. Une partie de moi veut rester, une partie de moi veut s'en aller. Qu'est-ce que ça donne finalement comme expérience? Ça donne un sentiment de confusion sur lequel on a un peu du mal à mener de la clarté. Pourquoi? C'est tout à fait normal que nous ayons des dimensions à l'intérieur de nous qui veulent des choses différentes, qui perçoivent des situations différemment, qui ressentent différemment. Cela ne nous rend pas fous. Nous avons plusieurs personnages qui vivent à l'intérieur de nous. Certains de ces personnages sont très familiers, on les appelle les personnalités primaires, occupent l'avant de la scène et généralement on a la tendance à s'identifier avec celui-ci. Clairement, une des dimensions les plus répandues est notre rationalité. Le problème là-dedans, ce n'est pas la coexistence de voix différentes, c'est que généralement, nous ne prenons pas le temps, nous ne savons pas s'y prendre pour se mettre en écoute en fait de qu'est-ce qu'elles disent, ces différentes parties, sans connaître leur perspective, leur discours, leurs peurs, leurs désirs, leurs besoins. On se retrouve inévitablement tiraillé entre des forces contraires et le résultat, très souvent, est qu'on se retrouve bloqué, incapable d'emprunter une direction ou l'autre, ou bien on fait 3 pas dans un sens et on déconstruit la décision prise et on remet en question la décision prise et donc on redémarre de l'autre côté et ainsi de suite. Quand on est avec nos choix, c'est-à-dire qu'on les investit de confiance, certainement tout choix amène des fruits complètement différents que les choix qu'on pose, dont on doute, qu'on remet constamment en question. Donc, même si un potentiel de fécondité était là, on passe à côté par l'attitude même de la remise en question constante. Le fait d'avoir été conditionné à repousser certains types d'émotions n'aide pas ce tableau parce que cela fait que on passe toujours à côté du message, de l'information que l'émotion véhicule, qu'elle porte. Toute émotion a une fonction. Comme ça, comme tous les personnages à l'intérieur de nous travaillent en fait pour nous, pour notre bien. Parfois, c'est vrai, avec des stratégies complètement désusées, qu'on a besoin de remettre à jour. Donc pour cela, on a besoin d'abord de rester présent à nos émotions. Éviter de se distraire, éviter de les repousser, de les réprimer. Généralement, un tas d'émotions réprimées devient un moment un burn-out, une dépression, voire une maladie physique. Donc, accepter de ressentir est le premier pas super important. Se demander quelle émotion je ressens, elle est où dans mon corps? Quel est le message de cette émotion? Par exemple, la peur nous dit qu'on a besoin de faire attention parce qu'un certain scénario négatif pourrait se produire. Donc, à la fonction de nous tenir alerte, voir si le danger est réel, de fuir. La colère, elle nous informe du fait que des limites ont été dépassées par nous-mêmes, parfois, par des autres. La tristesse nous informe que quelque chose qui a été très important pour nous nous manque. La frustration nous informe du fait que notre envie de expérience, accomplissement de quelque chose est freinée, n'est pas suffisamment considérée, n'est pas suffisamment investie. Ou alors est en train de suivre une stratégie pas à adapter. La culpabilité nous informe du fait que nous avons posé des actes qui ne reflétaient pas notre être profond. Donc, si on reste présent à l'émotion, on reste présent au message. Et le message consiste dans une indication de réajustement. Ça peut être un changement d'action, ça peut être le besoin de regarder à ce qui se passe autrement. Mais en tout cas, l'émotion
est un messager précieux. Et si nous, on décroche de ces émotions, on avance dans la vie sans aucune boussole, parce qu'il y a notre guidance intérieure. Est-ce que cela veut dire que toutes les émotions nous parlent de la réalité telle qu'elle se passe dans cet instant? Non. Je peux avoir une peur qui vient de mon passé, que je projette sur le présent, alors qu'en réalité, le risque n'est pas là. Par exemple, la tristesse peut me faire sentir un manque d'amour parce que quelqu'un qui était présent à un certain moment de ma vie ne l'est plus. Et en même temps, cela peut s'accompagner à une attention, un focus sur ce qui n'est pas présent, qui ignore la présence de l'amour dans mon actualité. Clairement, l'identification de l'émotion est super important et après, aller à identifier combien elle est enracinée dans le présent et combien il s'agit d'un angle de vue surgissant par exemple du passé ou bien un peu étriqué sur le présent. Et sous ça, on a la main. Tout cela, ça se joue de façon majestueuse dans nos réactions. Pour apprendre à se mettre en écoute des différentes voix à l'intérieur de nous, de ces personnages qui existent en nous, il y a un outil que moi je trouve phénoménal. Il s'appelle la dialogue intérieur. C'est une méthode qui a été développée par deux psychothérapeutes américains, Sidra et Al Stone. Une méthode simple mais extrêmement puissante. J'accompagne un individuel avec cette approche, le dialogue intérieur, un travail avec les sous-personnalités. Moi, j'aime beaucoup l'approche jungienne de la dialogue intérieur parce qu'il mène une progressive désidentification avec les sous-personnalités et un recentrage sur la dimension de la conscience en nous. Conscience inclusive, conscience aimante, mais aussi conscience libre. À partir de là, nos choix sont véritablement beaucoup plus éclairés, intégratifs des différentes dimensions en nous, plus large, plus inclusive. Le dialogue intérieur fait part d'un des trois parcours que je propose, qui est celui-là qui regarde la relation à soi et qui s'appelle du moi au soi. Plus d'informations sur mon site. Merci pour votre attention.